Bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation de Kinetic IFM. Donc aujourd'hui, ça va être une introduction à IFM. Donc mon nom est Johan Arens, je suis concepteur de réseau chez Cisco. Donc un petit agenda pour la présentation. Donc pourquoi Cisco? On va se parler de Edge Computing, quelques concepts de base, les besoins pour l'IoT, des cas d'utilisation, un aperçu de Kinetic IFM, donc les différents composants de base et l'architecture qu'on peut mettre en place en arrière du logiciel. Et ensuite, on va faire un petit sommaire. OK? Ça vous va? Donc, maintenant, pourquoi Cisco? Mais en réalité, tout a démarré avec un chat. Donc, quelque part, quelqu'un s'est fait demander par sa conjointe, as-tu nourri de chat? Donc, c'était vraiment un problème de communication, mais on se rappelle, dans les années 80, les télécommunications n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, en réalité, on avait des systèmes qui étaient disparates et qui ne pouvaient pas se parler l'un l'autre. Donc, par exemple, un côté était Token Ring, l'autre Ethernet ou d'autres systèmes d'exploitation. Donc, le marché est arrivé avec TCP/IP et quelqu'un a décidé d'inventer un router. Puis le router, son rôle, c'est de pouvoir passer des messages d'une topologie réseau à un autre, par exemple. Donc ici, on pouvait avoir Ethernet de l'autre côté, d'un côté, et Token Ring de l'autre côté. Donc quelque part, on a inventé le router, puis cette personne a décidé de commercialiser l'idée et d'appeler la compagnie Cisco. Donc quelque part, c'est ce qui a permis à l'Internet de décoller. Donc, on a créé un réseau d'échange de données, donc le Data Network. Donc en réalité, là derrière, on est arrivé avec une série d'autres idées. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un réseau de télécommunications, transporter des données? Mais si on combinait la voix avec le réseau de données, donc ça nous a donné la voix sur IP. On a pensé à la même chose pour tout ce qui était stockage, pour tout ce qui était serveur. Donc on est arrivé avec l'idée FCOE, Fiber Channel over Ethernet ou du iSCSI, donc le bus SCSI que vous aviez dans un ordinateur. Donc on amène ça sur le réseau, ça nous permet d'avoir les disques dans une armoire séparée pour scaler notre data center. Donc c'est dans les choses. Puis on s'est dit pourquoi on ne combinerait pas les sensors, les capteurs ou les équipements IoT avec le réseau de data, et en réalité ça nous donne Cisco Kinetic. Donc là derrière, qu'est-ce qu'on bénéficie avec ça, avec Kinetic? En réalité, c'est de pouvoir accéder aux données, peu importe où elles se trouvent. Ça nous permet de consolider l'infrastructure avec une architecture. Vous allez voir au cours de la session qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et ça nous permet aussi de mitiger énormément les risques de sécurité, si pas les éliminer. Donc, c'est le genre de choses que ça va nous amener. Donc, mais pour revenir à la question pourquoi Cisco, Cisco dans notre ADN c'est de connecter le non connecté, et on fait ça depuis probablement plus que 30 ans. Donc c'est vraiment ça qu'on voit, et l'IoT n'est pas différent. Et en réalité, des gens comme IDC nous ont classés dans un des leaders dans le côté d'IoT. Donc ça nous démontre un peu où on est vu, etc. Puis les idées que Cisco met en place. Donc maintenant, ça nous amène à sauter un peu sur les sujets, sur le Edge Computing ou le Fog Computing. Vous allez voir les termes, ces deux termes qui sont similaires en fait, ils sont synonymes l'un de l'autre, il n'y a pas de différence. Vous allez voir d'un côté on va parler d'Edge Computing, de l'autre côté on va parler de Fog Computing, et on a même un consortium Fog qui s'appelle le OpenFog. Vous pouvez aller voir le site web openfog.org. Cisco est évidemment un contributeur dans ce consortium. Donc, quelque part, les besoins de faire du edge computing, donc d'aller processer les données en périphérie du réseau. Il y a plusieurs industries qu'on a vu émerger ce genre de besoins. Si on commence par exemple par le secteur pétrolifère, donc les plateformes de forage en mer, en haute mer sont en général mal servis par des liens satellites. Donc la bande passante n'est pas énorme, et de plus
Le temps de latence est effroyablement long. Donc, on a besoin de pouvoir traiter les données localement. Donc, ça, c'est un des besoins. Un des autres besoins, c'est les routes connectées où on a des milliers de panneaux d'affichage. Mais bien souvent, c'est des procédés manuels pour aller updater les panneaux, si pas qui requièrent d'être à proximité du panneau avec une télécommande dans le meilleur des cas. Donc, ce genre de choses qui se passent, et de plus que les infrastructures routières ont une quantité incroyable de capteurs, mais parfois c'est pas assez suffisant, ou avec quelque chose d'un peu plus dynamique. Du côté maintenant du secteur manufacturier, la réalité des choses, c'est qu'il y a énormément de systèmes qu'on a hérités du passé, mais qui viennent avec des protocoles, etc. Mais c'est des vieux systèmes et on ne peut pas nécessairement remplacer ces équipements. Bien souvent, il y a une chaîne de montage, une chaîne de fabrication de quelque chose qui dépend de ces équipements. Les changer serait très coûteux, donc on veut nécessairement pouvoir réutiliser ça. Donc, on a aussi des hauts volumes de données qui viennent des machines. Donc, le machine à machine, on va récolter beaucoup de données de ce côté-là. Ces systèmes n'ont pas été conçus avec la sécurité. Les systèmes ont probablement 20 ans, parfois même plus. La sécurité informatique n'était pas ce qu'elle en est aujourd'hui, et ces systèmes sont complètement ouverts. Il y a à peu près pas de sécurité appliquée là-dessus. Donc, il n'y a aucune intégrité des données qui est faite. Donc, c'est vraiment une problématique. Maintenant, dans les usines, on fait beaucoup d'amélioration continue, mais à un moment donné où l'amélioration continue, on va atteindre un certain plateau. Et si on veut continuer à pouvoir innover et améliorer nos procédés, il faut passer par une étape d'intelligence artificielle. Et pour cela, il faut aller chercher les données, il faut être capable d'aller extraire les données, il faut être capable de normaliser les données, de structurer les données dans des tables, par exemple, et de stocker les données, puis ensuite de traiter les données. Donc, c'est vraiment dans les requis. Vous allez voir comment, avec Kinetic, on peut aider à rencontrer tous ces défis que les différentes industries vivent. Maintenant, si on recule un petit peu en arrière, si on s'écarte un peu des verticaux par type d'industrie, donc dans les cas d'utilisation les plus communs, la première des choses, c'est je m'excuse, ma fenêtre est d'en face, on va arranger ça, on va la mettre ici. Donc, le premier besoin, c'est la réduction des données. La bande passante est parfois mauvaise et parfois elle est dispendieuse. Donc, on va se retrouver à devoir payer. Par exemple, on a une connectivité LTE, on se retrouve à payer au volume transféré. Donc, on va essayer de diminuer le plus possible notre données. Donc, on va essayer de compresser les données et on va essayer, évidemment, la prochaine étape, de filtrer les données. C'est pas toutes les valeurs qui sont intéressantes d'aller stocker de ce qu'un capteur peut nous donner. On va essayer aussi d'optimiser la latence en faisant des traitements locaux, sans nécessairement devoir redéployer un data center, mais on a la capacité de compute, de traitement qui est utilisée dans les équipements de réseau. C'est ça qu'on va réutiliser, et où on va les positionner unité de traitement locale de façon contrôlée. On veut aussi faire du partitioning. On va partitionner notre puissance de calcul et s'assurer que on n'a pas une charge de travail qui vient cannibaliser une autre. Donc, le partitionnement va nous aider à faire ce genre de choses. On veut aussi faire de la normalisation de données. Donc, on veut, par exemple, si on travaille en Celsius, mais en température Celsius, mais on a des Kelvin, on a des Fahrenheit. En réalité, choisissant une, et on va utiliser toutes les mêmes pareilles. Donc, ça va être beaucoup plus facile de faire des traitements par après. De plus, on va structurer les données et on va stocker les données dans un même format. Ce qui fait ça va être beaucoup plus facile après ça d'envoyer les données dans un engin d'intelligence artificielle, ou d'utiliser les données pour créer des tableaux de bord, des graphiques, etc. Les données sont normalisées pour vos développeurs, vos data analysts. Ça va être beaucoup plus simple à traiter par après. Donc, on va bouger la fenêtre ici. Donc, on a besoin que ça soit dynamique, de pouvoir ajuster ça rapidement sans nécessairement faire du code procédural comme on a connu depuis toujours. Donc, on veut quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, et qui va voir s'adapter beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est un des points importants. Et en fin de compte, un dernier point, c'est qu'on va absolument dater les données dès qu'elles sont lues. Dans beaucoup de sensors, en fait, dans beaucoup de capteurs,
Ils n'ont pas d'horloge interne, donc ils lisent une donnée et ils la mettent disponible ou ils l'envoient directement sur le réseau, mais il n'y a pas de date ni d'heure dans laquelle la donnée a été lue. Donc, il faut absolument trouver une façon d'aller adresser ce problème. Ce qu'on va faire, c'est que on va, dès que la donnée rentre dans un système, on va lui adjoindre une date et une heure, ce qui fait que la donnée est temporisée, on sait à quel moment elle a été lue. C'est très important de faire de l'analytique et faire de la corrélation d'événements entre différents systèmes. Il faut aussi s'assurer que tous nos systèmes utilisent la même source d'heure pour être synchronisés. Si un événement se passe en temps X, si un autre système interagit avec ce système, donc on veut pouvoir corréler les données. Si quelque part je lis une température, de l'autre côté je lis une humidité, on veut corréler les deux, donc il faut absolument que mes heures, mes dates vont matcher. Donc on veut utiliser un même système pour temporiser les données, c'est très important. Maintenant, quand on va venir jeter un œil sur Kinetic et qu'est-ce qu'on veut faire avec les différents modules de Kinetic. Lors de la précédente vidéo, on s'est parlé de Kinetic GMM, donc le module de gestion des gateways. On s'était parlé aussi que GMM pouvait être utilisé pour déployer IFM, donc dans les équipements de réseau, dans les gateways. Donc aujourd'hui, on fait vraiment le focus sur IFM. Dans une prochaine vidéo, on va se parler de DCM, de Data Control Module, qui va être utilisé dans la plateforme Kinetic. Maintenant, dans une architecture de Kinetic, donc on a vu dans l'autre vidéo, si vous avez la chance de la regarder, donc la première couche, ce sont nos devices IoT, donc on a nos capteurs, on a nos robots, peu importe ce que ça peut être, mais c'est nos sources de données en réalité. On a une couche de connectivité, donc GMM vient jouer dans la couche verte ici de connectivité, et notre Kinetic IFM vient jouer dans la portion orange qui est en haut ici. Donc la portion orange, on va commencer par faire une extraction des données. L'extraction des données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une portion qui est modulaire, qu'on appelle un link dans la terminologie Kinetic. Et un link, c'est un bout de code qui est modulaire qu'on peut venir adjoindre à Kinetic, qui lui va parler le protocole en question. Donc par exemple, on va venir parler Modbus, Profinet, on va parler BACnet, tous les protocoles industriels, en fait, en réalité, il y en a probablement 40 ou 50 dans Kinetic qui sont déjà livrés par défaut. Maintenant, si vous utilisez quelque chose qui n'est pas listé, vous avez le choix d'aller voir la communauté open source qui est en arrière de la plupart des links. Il y a peut-être quelqu'un qui a développé ça, ou vous pouvez prendre un template et commencer programmer un link grâce au template. Donc, les links par en arrière, ils vont aller mettre les données qui lisent disponibles au flow dans Kinetic. Je vais vous montrer ça dans les slides qui suivent. Donc, l'une des autres raisons de créer un link, c'est si vous avez des applications maison qui ont été créées ou de l'électronique maison qui a été créée. Donc, c'est sûr qu'il n'y a personne qui a fait de link pour ça. Donc, il faut que vous développiez votre link vous-même. Mais on a tout de quoi vous aider et on a même une communauté de développeurs sur notre site DevNet qui va être utilisable pour aller chercher de l'aide pour développer votre link. Maintenant, les données ont été extraites, les données ont été mises disponibles à notre Kinetic. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est qu'on va venir faire du traitement. Donc, on va venir traiter les données, que ce soit en mode edge, donc en périphérie du réseau, donc sur les équipements de réseau qui sont en périphérie, ou on va venir ramener les données directement au centre de données. Ça, c'est au choix. Vous allez voir dans les architectures qu'on peut faire, c'est un choix de déploiement que vous pouvez faire. On a traité nos données, on a fait notre filtrage, on s'est assuré de normaliser les données. Les données maintenant sont utilisables, donc on peut passer à l'étape de visualisation. On a un engin dans Kinetic qui peut vous permettre de faire de la visualisation. En réalité, on va faire des dashboards, des tableaux de bord qui sont pertinents pour les cas, pour vos besoins d'affaires. Donc, par exemple, dans une usine, par ligne, on va venir mettre un panneau d'écran, un panneau d'affichage quelque part et mettre la performance de la ligne, l'uptime, le nombre d'unités traitées, ce genre de choses. On fait les métriques qui font du sens pour cette ligne. Donc, on va être capable
quand même être capable d'afficher ça. Par contre, les données, on va pouvoir les envoyer au data center pour aller, par exemple, donner d'autres KPI pour la haute direction. La visualisation est faite, on peut passer à l'étape où on va renforcer la propriété des données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir donner accès à certains groupes de personnes à certaines données, à d'autres certaines autres données. Donc, on va renforcer la propriété des données. Donc, on va s'assurer que les données sont compartimentalisées de façon adéquate. Ensuite, on peut envoyer les données vers une autre application, que ça soit une application que vous possédez, que vous avez écrit, ou un serveur SQL, ou encore aller les envoyer vers le cloud suivant la valeur des données. Donc, on va parler de routage applicatif. Donc, on va évaluer la valeur de la donnée, l'envoyer éventuellement vers une application que vous avez ou vers l'un ou l'autre fournisseur d'intelligence artificielle sur le cloud, comme IBM Watson, Microsoft Azure, des choses dans ce genre. Donc, c'est ça qu'on est capable de faire. Donc, pour continuer, maintenant, un déploiement, de quoi a l'air un déploiement? Donc, on a à gauche, on a une série de capteurs qui sont, donc ça soit des capteurs de température, des PLC, des équipements industriels, un panneau d'affichage routier, peu importe que ça peut être, c'est un capteur ou un équipement avec lequel on doit interagir. Donc, on va venir raccorder ces équipements à notre équipement de réseau. Donc, ça va être un gateway, ça peut être une switch IE4000, peu importe, l'un ou l'autre, on va venir positionner notre engin Kinetic dedans. Donc, il est dedans, on va venir connecter Kinetic avec des links, on va aller parler aux différents équipements qui sont à gauche et on va aller retirer les données, on va pouvoir extraire les données, la transformer, la mettre dans le bon format, éventuellement faire du caching de la donnée au cas où on a un problème de télécom et on va pouvoir mettre la donnée pour le traitement suivant. Donc le traitement suivant, on pourrait très bien décider de prendre la donnée, l'envoyer dans un serveur SQL que vous avez dans votre centre de données qui est dans la boîte bleue le plus à droite. Donc ici, il y avait une application quelconque. Ou on peut dire, ok, mais finalement, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre un serveur de collecte pour consolider mes données par usine. Donc, on va prendre une boîte qui va un peu plus de compute comme un IC3000. C'est une boîte que Cisco vend. Je peux en parler dans une vidéo ultérieure si ça vous intéresse. C'est une boîte qui contient du compute, qui est ruggedized et qui est gérée par l'infrastructure et qui fait fonctionner EFM dedans. Donc, on va pouvoir faire de la visualisation dans cette boîte. Donc, par exemple, par usine, on pourrait très bien avoir des panneaux d'affichage qui sont pertinents à cette usine. Ensuite, les données, on les transite vers une autre instance d'EFM qui est dans le centre de données qui, elle, va fournir des KPI à l'autre direction. Donc, ce genre de choses, on va pouvoir faire un déploiement par couche. Donc, bien entendu, on peut utiliser aussi DCM, et ça, j'en parlerai un peu plus loin dans une autre vidéo parce que le sujet est trop long pour le couvrir dans cette vidéo. Mais DCM, c'est un des modules qui est dans l'info nuagique, donc dans le cloud, et va pouvoir vous aider à filtrer les données pour aller les envoyer vers le fournisseur de votre choix ou vers votre data center. Donc, par exemple, un équipement, on va pouvoir envoyer les données suivant la valeur des données vers le fournisseur de cloud qui a les meilleurs résultats dans son logiciel d'intelligence artificielle. Donc, on va pouvoir filtrer, l'envoyer à gauche ou à droite dépendamment, et ça se fait dans DCM. Et éventuellement, comme on en parlait dans la précédente vidéo, on a GMM qui va pouvoir vous aider à gérer votre infrastructure. Donc, pour continuer, quand on zoome maintenant sur vraiment IFM, quels sont les modules, les avantages et inconvénients, qu'est-ce que IFM fait? La première des choses, c'est que IFM, c'est un engin qui va traiter les données en temps réel. Le temps de latence pour traiter une donnée est extrêmement faible dans IFM, est extrêmement efficace. Donc, un message broker qui est là-dedans, qui va vous aider à traiter les données le plus rapidement possible. Donc, on va faire de la programmation en temps réel. Vous allez voir, ça va être visuel dans les prochaines slides. Ensuite, on passe au Distributed Service Architecture. Donc, c'est un système qui va pouvoir, les différentes boîtes vont pouvoir se partager les données avec ce protocole. Ce que ça vous amène, ce genre de choses, c'est que ça vous permet d'interconnecter les boîtes, les instances IFM les unes aux autres, et ensuite ça nous permet d'utiliser des logiciels comme des
des protocoles comme DQL, et DQL qui nous permet de distribuer, ce qui veut dire Distributed Query Language, et qui nous permet d'aller extraire toutes les données avec une seule interrogation. Par exemple, je veux voir toutes les données de température extérieure de toutes mes usines. Je vais avoir une idée, je vais lister ça et je vais envoyer la requête à partir de mon data center et ça va redescendre dans toutes mes boîtes, etc. Et aller extraire les données. Je vais pouvoir prendre des décisions en temps réel basées sur la valeur de ces données. On a les connecteurs, les protocoles connecteurs, donc ce sont les fameux links dont je parlais. Donc on va pouvoir instancier par défaut un Modbus, Profinet, toute la suite de protocoles industriels qu'on connaît et venir l'enrichir avec d'autres liens qui viennent open source ou des liens qu'on va développer soi-même. Ensuite, on a l'historisation qui est possible avec ParStream, qui est un serveur SQL qui a été optimisé pour les insertions de données, donc extrêmement rapidement. Il va faire l'opération extrêmement rapidement et on va pouvoir faire de l'extraction de données pour bâtir des tableaux de bord et de bâtir des points de décision sur des données historisées. On a un engin de visualisation pour faire des tableaux de bord qui est très utile pour visualiser des données puis faire rapidement un tableau de bord, aller prendre des données puis prendre des décisions de formatage du tableau de bord en fonction de la valeur des données. C'est extrêmement simple. J'ai une vidéo que je vais enregistrer qui ne traitera que du tableau de bord et puis comment l'utiliser à son plein escient. Et en fin de compte, le dernier module, c'est un module qui va se servir de monitoring. Donc, on va pouvoir surveiller toutes les composantes de notre système. Donc, on va se retrouver à avoir toute une série d'instances de FM. Donc, le module va pouvoir vous permettre de surveiller qu'est-ce qui se passe dans votre réseau de données et s'assurer que chacun des nœuds performe comme il se devrait. Donc, pour vous donner un exemple de deux cas d'école, un pour une usine, un pour les routes connectées, donc de comment on pourrait architecturer le système. Évidemment, c'est un exemple pour vous donner un peu une idée. Donc, si on commence par le côté manufacturier, donc factory, donc tout en bas, on a nos devices. Là, on a notre cellule. Donc, on va se retrouver avec nos PLC, nos drives, nos I/O, des différents capteurs qu'on va pouvoir utiliser. Les données vont être en premier traitées dans la node EFM qui va fonctionner dans les switches qui donnent accès à ces équipements. Ensuite, les données vont être collectées dans l'instance EFM de chacune des usines. Donc, chaque usine reçoit une instance de ce genre et ensuite les données vont pouvoir être collectées ici. Donc, par exemple, on pourrait mettre un nœud de visualisation qui se trouve dans FM ici, donc pour donner des points de décision rapidement ou faire du traitement local spécifique à cette usine. Donc, l'usine ne dépend pas des liens de télécom pour faire ses points de décision, donc elle est totalement indépendante. Cependant, les données sont consommables aussi par d'autres groupes qui sont dans l'entreprise ici en haut de façon facile parce que les données se retrouvent dans la même structure de données et dans la même fabrique de données. Donc, vous avez un réseau de données. En réalité, on va se retrouver c'est comme si on vient rapprocher les données qui se trouvent ici des consommateurs qui vont être ici ou qui vont être ici. Dans le cadre de l'infrastructure routière, par exemple, on va connecter nos routes. C'est qu'on va sur les routes, on a nos véhicules qui vont générer des données grâce aux capteurs qui sont intégrés dans la route ou des capteurs qui viennent de l'infrastructure cellulaire. On a des panneaux d'affichage numérique qui sont dynamiques ou des panneaux d'affichage, des panneaux de limitation de vitesse par exemple qui sont dynamiques. On est capable de changer la vitesse la vitesse permise en fonction de la situation des routes. Donc les données sont lues ici et on va pouvoir prendre un point de décision. Par exemple, la température est détectée à 2 degrés, donc on va se dire ok, on a des risques de verglas, donc on va afficher un message sur nos panneaux dynamiques, attention risque de verglas, ou encore limiter la vitesse. La vitesse n'est plus limitée à 80 km/h, mais elle est limitée à 50 ou 40, dépendamment des cas. Donc on va être capable de faire ça, de prendre des décisions localement. Les panneaux d'affichage, bien souvent, c'est manuel.
Si on peut les piloter à distance, c'est très très bien, mais dans bien des cas, c'est très manuel. Il faut envoyer quelqu'un le faire ou le faire avec une télécommande à partir de son véhicule. Donc c'est loin d'être connecté aujourd'hui. Ça va nous permettre de faire ceci. Par contre, toutes les données vont être envoyées en temps réel au centre de contrôle où ils ont toutes sortes de... On va pouvoir créer toutes sortes de tableaux de bord pour visualiser ce qui se passe, mettre ça sur une map, etc. Visualiser les données. Donc, pour continuer, je vous avais promis de vous montrer à quoi ressemblent les différents tableaux qu'on va pouvoir retrouver dans IFM. Le premier qui est en arrière ici, c'est l'interface d'administration. C'est là où on va pouvoir avoir un aperçu de ce que l'instance primaire de EFM fait, tous les journaux d'activité, donc les logs. On va pouvoir aussi instancier les différents links, donc les installer, les déployer aussi sur les différentes nœuds d'acquisition qui vont être répartis dans notre data fabric. Donc c'est là où on va faire, c'est notre maître d'œuvre en réalité. Par la suite, une fois qu'on a nos links qui sont instanciés, les données des links vont être disponibles, donc on va pouvoir venir les consommer. Comment est-ce qu'on les consomme? C'est qu'on vient pratiquement faire un drag and drop de la donnée qui va se retrouver dans un arbre ici. On prend la donnée, on clique dessus, on fait un drag and drop, on l'amène dans notre éditeur de flow. Donc la donnée est disponible ici. Après ça, on peut choisir ce qu'on fait. Donc par exemple ici, je pourrais très bien dire, mettre un if, c'est un bloc avec un if, je pourrais très bien lui dire si la température est plus bas que ou égale à 2 degrés, envoie le message sur les panneaux d'affichage, risque de verglas, ralentir, vitesse limitée 40 km/h, et je mettrai un then, donc un else, pardon. Donc si c'est pas le cas, à ce moment-là, bonne route, soyez courtois. Message assez simple, mais c'est typiquement ce qu'on va pouvoir faire. Donc c'est juste pour vous donner un exemple assez simple. La logique évidemment peut être beaucoup plus complexe que ça. C'est un exemple simple pour commencer. Ensuite, on a la plateforme, donc l'écran, vous voyez ici en haut, c'est toute la plateforme de monitoring. Donc, on va venir surveiller chacun des nœuds d'acquisition, on va surveiller l'instance primaire, on va avoir une idée aussi de la topologie qui est mise en place. Est-ce qu'on a 1, 2, 3 nœuds, voire même 4 nœuds de traitement qui sont cascadés les uns envers les autres? On est capable de voir ça à travers l'espace de monitoring, et on est capable de surveiller tout ce que ce beau monde-là fait, la charge de travail sur chacun, et est-ce que les nœuds sont en activité ou pas. Le module qui est ici, ensuite, on va pouvoir faire la visualisation. Gardez en tête que la visualisation est optionnelle. Donc, si vous avez déjà des tableaux de bord, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ceci. De plus, le mode de licence, le côté visualisation est licencié à part. Donc, si vous voulez faire l'acquisition d'EFM, vous n'avez pas besoin d'acheter les licences pour la visualisation. Si vous avez déjà un logiciel qui s'occupe de cette tâche que vous aimez, vous voulez garder. Donc, maintenant, pour revenir, faire un petit récapitulatif sur la vidéo. Donc, un réseau d'IoT, on va se retrouver à avoir un réseau qui est vraiment disparate, qui est très étendu. Dans certains cas, on a probablement même un gros défi pour accéder aux équipements. Il n'y a probablement pas de connectivité réseau. Donc, on a une façon maintenant d'aller placer des équipements, que ce soit sans fil LTE, sans fil Wi-Fi, des équipements câblés, pour venir se rapprocher des capteurs. On a un engin qui va nous permettre, comme Kinetic, d'aller extraire les données. On va être capable de traiter la donnée localement et ensuite d'envoyer la donnée vers la couche suivante pour faire d'autres traitements ou vers de la visualisation. Donc, ça nous rapproche. En réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher la donnée des consommateurs de la donnée. Donc, on garde en tête aussi que Kinetic, c'est un système, c'est un terme parapluie chez Cisco. Donc, ça détermine une famille de produits pour faire des data fabric. Donc, le Edge and Fog Computing, c'est ce qu'on se parlait aujourd'hui. Mais on a le Data Control Module et on a le Gateway Management Module. Si vous n'avez pas eu la chance d'écouter la session sur le Gateway Management Module, je vous inviterai à le faire. Ça va vraiment zoomer là-dessus. Donc, pour revenir
à IFM. Donc gardez en tête qu'on va pouvoir, grâce à IFM, on va pouvoir distribuer notre réseau de traitement de façon contrôlée. On va pouvoir rajouter la puissance de calcul là où ça fait du sens pour vous, donc de la périphérie du réseau jusqu'à la destination où la donnée va être consommée. On va pouvoir parler à une grande variété d'équipements, donc aller capturer les données, normaliser les données, filtrer les données. En gros, on veut rendre la donnée utilisable, consommable par vos usagers. On va pouvoir répondre en temps réel sur les valeurs des données, donc prendre une décision le plus rapidement possible et le plus rapidement possible de là où ça a été détecté. Donc c'est ça le point, c'est pouvoir prendre une décision très rapidement. Et on veut pouvoir aussi vous aider à réduire la quantité de données. C'est pas vrai qu'on veut transporter toutes les données. On veut vous aider à gérer ce côté-là aussi. On veut aussi pouvoir vous aider à aller rechercher toutes les données dans vos réseaux industriels et que ça soit, peu importe la topologie de vos réseaux industriels, où est-ce qu'ils soient situés. Donc s'ils sont situés à des endroits où la connectivité est mauvaise parce qu'ils sont dans des zones isolées, on est capable de vous aider à avoir quand même de la performance avec les traitements locaux. On veut vous aider aussi à pouvoir maintenir et à historiser les données. Les données sont intéressantes, mais bon, le temps réel est intéressant, mais c'est aussi très intéressant de pouvoir stocker nos données afin de pouvoir analyser par après ce qui s'est passé ou de pouvoir optimiser, se baser sur les données du passé pour pouvoir optimiser puis créer des engins d'intelligence artificielle qui sont parlants. Donc au plus de données on a, au plus notre engin d'intelligence artificielle va être précis. Et ensuite, on va pouvoir vous aider à visualiser vos données en temps réel pour avoir des temps de réponse beaucoup plus rapides. Gardez en tête que l'engin de visualisation peut se nourrir des données historisées, c'est vraiment pas un problème, qu'elles soient historisées avec ParStream ou par un autre engin extérieur à la boîte. Donc, pour votre référence, je vous ai mis une slide additionnelle avec une série de liens intéressants. Le premier lien qui est vraiment intéressant pour vous, je pense, c'est DevNet, qui est notre communauté de développeurs. Vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur la façon de programmer avec Kinetic IFM, mais aussi vous pouvez aller prendre, les louer gratuitement des instances de Kinetic IFM pour pouvoir jouer avec la technologie, pouvoir l'apprendre. Bien entendu, je vais l'utiliser pour faire ma prochaine vidéo. Je vais vous démontrer comment on peut utiliser DevNet pour pouvoir faire des labs, pour pouvoir apprendre comment IFM utilise. Donc vous n'avez pas d'équipement à acheter, pas de licence, rien à déployer. Vous avez juste à vous connecter et à déployer. Tous les liens qui se trouvent ici, je vais les mettre disponibles dans les commentaires de la vidéo. Donc ça va être plus simple que de les recopier. Personnellement, je suis dans le type paresseux, donc ça serait plus facile de faire comme ça. Et pour terminer, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un like ou à vous abonner au channel YouTube. Vous êtes notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est rendue disponible. Maintenant aussi, si vous avez des commentaires sur la vidéo, les choses à améliorer, les choses manquantes ou les sujets suivants que vous voudriez voir couverts pour de l'IoT, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça et tout feedback est toujours le bienvenu. Merci d'avoir écouté la vidéo, puis à la prochaine.